Bonjour, ravie d'être présent avec vous ce soir. Je m'appelle Christine Guinebretière. Je suis la présidente et la cofondatrice d'une petite entreprise qui, comme Liliane l'a présenté tout à l'heure, est alignée sur notre mission intérieure et que nous souhaitons transmettre à l'ensemble des entreprises que nous accompagnons dans leur transition écologique. Mais vous verrez, on est beaucoup plus radicaux que ce que je viens de dire. Donc j'ai rencontré Eric dans une grande entreprise. Et dans cette grande entreprise à la machine à café, j'étais une des responsables du SAV de Bouygues Télécom et j'avais affaire à énormément de problématiques de clients qui n'étaient pas satisfaits des outils de communication qu'ils avaient entre les mains. Et j'avais beaucoup de questionnements à propos de ma mission dans cette entreprise en me disant, mais en réalité, comment est-ce que je vais aider toutes ces personnes ? Puisqu'on avait une réponse toute faite à faire, bien évidemment, quand on est au SAV. Mais en réalité, on sait que les problèmes se situent à un autre niveau. Et en l'occurrence, c'était vraiment des problèmes de mauvaise conception de produits et de matériaux. Et donc, j'étais dans ces réflexions et j'ai commencé à m'intéresser à l'environnement, au développement durable, mais également à une conception qui permettrait à tout à chacun d'acheter des produits et des matériaux qui tiennent et qui soient ensuite réparables, recyclables. En parallèle de ça, mon équipe achetait des produits et des services pour l'équipe d'Eric, que j'ai donc rencontré dans cette grande entreprise à la machine à café. Et petit à petit, nous avons discuté et nous avons beaucoup regardé profondément ce qui nous animait dans notre mission dans cette grande entreprise. On a commencé à s'intéresser, parce que lui-même, il le décrira tout à l'heure, avait aussi dans son activité des grosses problématiques de conception. Et on a commencé à chercher ce que vous faites maintenant, c'est-à-dire chercher sur la planète ce qu'il était possible de faire pour pouvoir aider nos clients et nos collaborateurs. Et j'ai eu la chance de rencontrer Bill McDonough et Michael Brandgart qui ont créé l'éco-conception Cradle to Cradle, qui veut dire berceau à berceau. Et donc là, je suis rentrée profondément dans cette philosophie, dans cette éco-conception, en me disant, mais en fait, la solution, elle est là. Et j'en parlais fréquemment avec Eric, et petit à petit, on s'est intéressé de près à cette philosophie d'éco-conception, sachant qu'Eric racontera son parcours, mais en parallèle, il avait déjà un développement dans la spiritualité. Donc, d'un côté, des discussions avec Eric à la machine à café autour de la méditation, la spiritualité, mais également à la machine à café, tout ce qui était lié au cradle to cradle. Et l'idée nous est venue, à un moment donné, de se dire, OK, on quitte la grande entreprise et on crée ensemble une agence qui va accompagner les entreprises à se développer, mais on sait très bien qu'une entreprise seule, c'est pas que des produits mis sur le marché, mais c'est également des collaborateurs et des collaboratrices. Et donc on s'est dit, voilà, il faut qu'on apporte une méthodologie qui permette à l'intérieur de l'entreprise de se développer, mais qui également permette à l'entreprise de mettre sur le marché des produits et des matériaux qui correspondent aux attentes des clients. Et c'est ce qui s'appelle la philosophie intégrale. Et c'est ce qui nous a le plus fait bouger, c'est de réaliser, ça c'est Ken Wilber qui a créé cette philosophie et qui la transmet, qui dit « tout extérieur a un intérieur ». Tout extérieur a un intérieur. C'est extrêmement profond. Et quand on réalise ça au niveau d'une entreprise, on se dit, l'intérieur de l'entreprise, c'est les collaborateurs pris individuellement et collectivement. L'extérieur de l'entreprise, ce sont ses actions et les produits qu'elle met sur le marché. Et donc, on a créé notre première entreprise qui s'appelait à l'époque Intégral Vision pour accompagner les grandes entreprises dans une transition intérieure et extérieure. Je vais laisser Eric raconter la suite, qui il est et ce qu'on fait après. Merci et bonjour à toutes et à tous. Vraiment heureux d'être parmi vous. Donc moi, je suis Eric Elodie, je suis le cofondateur avec Christine de Upcyclia et précédemment d'Intégral Vision. Effectivement, on s'est rencontrés en discutant, mais comme vous le savez tous, en fait, en réalité, il n'y a pas de hasard dans l'évolution de l'univers. La synchronicité est omniprésente. Et on s'est rencontrés autour de la réalisation que finalement, dans ce qu'on faisait, alors qu'on avait l'un comme l'autre, en fait, des postes très confortables, très bien rémunérés, on s'est posé la question du sens, on s'est posé la question de notre utilité.
Donc moi j'étais directeur du management des risques dans la même entreprise. Et à quoi ça sert de gérer des risques en aval si on n'a pas réfléchi en amont? Et c'est beaucoup à quoi on est confronté dans le monde aujourd'hui. On met des pansements sur des jambes de bois et on ne réfléchit pas en amont de comment on aurait pu éviter les problèmes, et on réfléchit encore moins collectivement. Donc on s'est posé la question donc de comment en fait pouvoir trouver du sens et avoir une action appropriée dans ce domaine-là. Il se trouve que moi j'étais donc déjà impliqué fortement dans une démarche spirituelle auprès d'un enseignant spirituel qui s'appelle Andrew Cohen, et qui m'a vraiment fait découvrir en fait la profondeur du soi, de ce qu'on est, de ce qu'on peut faire ensemble. Et on en parlera un petit peu parce que, comme vous le savez, en fait, cette conférence s'appelle écologie, donc entreprise et spiritualité. On devrait plutôt l'appeler spiritualité, écologie ou entreprise, parce que tout part en fait de l'esprit, tout part de l'intention, tout part du soi. Et on fera un petit exercice tout à l'heure en fait pour pouvoir éventuellement le constater ensemble. Et donc, à partir du moment en fait où on réalise que ce qu'on fait finalement n'a pas tellement d'impact positif global sur le monde, on se pose la question de savoir comment, à cette époque où on s'est rencontrés, et à cette époque de vie, de nos vies respectives, on pouvait éventuellement créer quelque chose de différent et chercher à avoir un impact le plus important possible, comme je pense chacun de nous sommes destinés à l'avoir, chacun dans nos domaines respectifs. Et donc on s'est mis à la recherche dans le monde, quand on a quitté donc, cette entreprise-là, quand on a créé Integral Vision, de se dire quelles sont les technologies, les méthodologies, les philosophies, qui sont de nature en fait à pouvoir avoir un impact, je dirais vertical, donc évolutionnaire, sur le quotidien, sur l'industrie, sur donc les gens et le monde. Christine tout à l'heure parlait du cradle to cradle. On reviendra largement dessus tout à l'heure. Ça veut dire du berceau au berceau, et c'est donc une philosophie d'éco-conception qui permet de faire ce qu'on appelle de l'économie circulaire. Et là aussi, on va le définir, ne vous inquiétez pas. Et puis on a aussi, là on parle des années 2007, donc on avait aussi décidé aussi d'amener la méditation en entreprise. Donc en France, en fait, à l'époque, qui parlait de méditation était considéré en fait comme appartenant à une secte. Donc c'est pour vous dire en fait le niveau de développement en fait ou de conscience de l'époque. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Maintenant, quand on va dans des magasins, on nous donne des petits bons en fait avec une bougie pour pouvoir méditer. Donc c'est devenu très mainstream, mais à l'époque c'était vraiment pas le cas. On a découvert des technologies, des World Café, des technologies d'intelligence collective qui permettaient justement de pouvoir créer en intelligence collective à plusieurs. Donc, il y a des choses aussi qu'on a déployées dans les entreprises. Et puis, cette philosophie intégrale dont parlait Christine, qui est fondamentale, consiste à dire en gros qu'on crée le monde à notre image. Donc, si je veux avoir un impact positif au niveau de, en tant qu'entreprise, mes produits, donc c'est peu probable, en tout cas ça ne durera pas très longtemps, que j'ai un impact positif extérieur si au niveau de la culture d'entreprise ou des personnes qui constituent l'entreprise, en fait, on a une approche en fait discutable, malveillante ou non éthique. Oui. Donc cette vision en fait de dire, et je reprends la phrase de Gandhi, soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde. Donc finalement on crée un monde à notre image, c'est vraiment l'ADN de l'entreprise qu'on a créée avec Christine, se dire en fait finalement si on change en tant qu'entreprise et qu'on a tel impact, tel produit, à ce moment-là on a une chance d'avoir un impact positif sur l'ensemble. Autre chose aussi qui nous paraissait vraiment important, c'est de voir en fait, surtout quand on parle d'écologie, on a beaucoup regardé ça, et souvent parce qu'on n'a pas forcément encore de solution, on a tendance aussi à vouloir être contre ce qui est en train de se passer. Dans la philosophie intégrale, justement, ce qui était intéressant, ou également dans l'approche spirituelle d'Andrew Cohen, c'est cette notion qu'on a beaucoup aimée de transcender et inclure. C'est-à-dire comment on peut transcender un système, par exemple, ou des systèmes de pensée qui peuvent être problématiques. Donc comment on peut les dépasser, les transcender, mais sans les exclure. Parce qu'on le verra dans un instant, finalement, il y a une seule expérience humaine, il y a une seule humanité, et on partage en fait d'un certain point de vue, au plus profond de nous, en fait, le même soi, le même jeu. Donc comment on peut faire évoluer cette espèce humaine que l'on est, sans exclure en fait une partie des autres, ce qui serait en fait juste carrément impossible en fait. Et donc ce que je voudrais vous proposer là, c'est justement de faire cette expérience d'unité dont je parlais jusqu'à présent, parce que c'est pas quelque chose que notre mental peut comprendre.
on peut y accéder éventuellement qu'à travers justement la pratique de la méditation. Et ce que je vais vous proposer, si vous voulez bien, pendant quelques minutes, c'est une petite expérience de méditation. Alors, je sais que certains d'entre vous sont très familiers de ça. On a médité ensemble encore ce matin et c'était vraiment merveilleux. Ceux qui le sont moins, ne vous inquiétez pas, je vais donner quelques instructions extrêmement simples pour que vous puissiez en fait vous joindre à l'expérience. Et je vous expliquerai après, on vous expliquera la relation entre la méditation, ce qu'on recouvre en méditation, l'écologie et l'économie circulaire. Donc, faites-moi confiance, c'est un peu inhabituel quand on parle d'entreprise et qu'on parle de spiritualité, mais on a vraiment le sentiment avec Christine, et puis c'est ce qu'on démontre un peu au quotidien, que que ce soit en réalité, enfin que pour réussir à avoir un impact positif en tant qu'entreprise ou quelles que soient nos entreprises, ça doit s'ancrer quelque part dans une compréhension de la spiritualité. Donc ce que je vous propose en fait, c'est de fermer les yeux, de vous installer déjà très confortablement, de manière à ne pas bouger pendant quelques minutes. Donc mettez-vous très à l'aise, fermez les yeux, ça ne va pas durer longtemps. Et je vais vous donner quelques instructions extrêmement simples sur la méditation. Déjà, la méditation, c'est de faire l'effort de ne pas bouger physiquement. Donc c'est la première chose, c'est de reprendre le contrôle de tout ce qui peut nous distraire au quotidien et qui finalement est souvent en fait un réflexe presque conditionné. Donc juste pendant quelques minutes, ne bougez pas physiquement du tout. Et bien sûr, la méditation, c'est plus que ça, c'est aussi de ne pas bouger intérieurement. Alors ça veut dire quoi, ne pas bouger intérieurement? Ça veut dire que vous avez sans doute des pensées qui vous traversent l'esprit, peut-être des émotions ou des sensations corporelles. Vous vous contentez juste de les ignorer. Vous les laissez être. Vous ne les touchez pas, vous ne les repoussez pas, vous ne les suivez pas. Vous ne laissez pas distraire par elles. Qu'il y ait beaucoup de pensées ou pas de pensées, ça ne fait aucune différence. Vous les ignorez. Et vous ne bougez pas de cette posture où vous vous sentez complètement libre de ce qui se passe à l'intérieur de la conscience. Ces objets dans la conscience que peuvent être les pensées, les émotions, vous les laissez être, vous ne les touchez pas, vous les ignorez. Vous ne bougez pas. Et gardez les yeux fermés et maintenant avec Christine, on va essayer de vous dire en fait quel est ce lien entre l'écologie, l'économie circulaire et la méditation. L'économie circulaire, c'est imiter la nature. La nature fonctionne en cycles. Et ces cycles, en fait, ces écosystèmes sont basés sur une collaboration. Les gisements de feuilles mortes sont transformés par des micro-organismes en nutriments qui vont venir nourrir la faune ou la flore, et ce, de manière cyclique, circulaire et infinie. Mais cette notion d'écosystème se base sur l'interconnexion et la collaboration. Maintenant, si vous regardez votre expérience en général, on est rarement réellement interconnecté avec l'autre. On est très conscient de la multiplicité, de la diversité, mais rarement conscient de l'unité qui nous rassemble fondamentalement. Dans la méditation, peut-être, vous avez fait l'expérience d'une forme d'unité, d'une forme d'absence de problème, peut-être aussi d'un potentiel de tout est possible, parce que rien n'est déjà arrivé. Dans cet espace, quand on cesse d'être distrait par le passé ou le futur, il existe un interstice dans le présent où tout est possible, où on est libre du passé, peut-être de nos peurs, et libre du futur, peut-être de nos ambitions. Dans cette dimension-là, dans cette unité-là, la collaboration avec l'autre, avec les autres, l'accès en fait à de nouveaux potentiels, la capacité en fait à sentir que finalement on est une espèce humaine et que en dialoguant, en partageant nos expériences, notre diversité,
au lieu qu'elle soit une source de division à cause de nos idéologies respectives, puisse être une source d'enrichissement grâce à un partage lié à cette unité que l'on est, alors on est en train de poser les bases grâce à cette interconnexion, à cette collaboration et cette absence de peur de ce qu'on appelle l'économie circulaire. Je vais laisser la parole à Christine, mais juste un point important, vous pouvez ouvrir les yeux si vous le souhaitez. Sachez, ça fait 15 ans qu'on travaille dans ce domaine-là avec Christine, on a vu beaucoup de solutions. Sachez qu'aujourd'hui, tous les problèmes dont on nous parle tout le temps aujourd'hui, certains sont réels, d'autres ne le sont pas, peu importe. Tous ces problèmes dont on nous parle ont déjà des solutions. Les solutions existent déjà dans tous les domaines biologiques, techniques, humains, social. Mais que c'est notre incapacité aujourd'hui à pouvoir vraiment collaborer et discuter de ce qui s'applique le mieux pour résoudre un problème donné qui fait qu'on a du mal à pouvoir effectivement interconnecter, articuler ces solutions de manière à apporter une réponse qui fasse qu'on passe d'un monde aujourd'hui très problématique à un monde vraiment différent, vraiment meilleur. Et pour y arriver, il faut trouver au fin fond de soi cet espace dont je parlais qui nous permet de collaborer réellement pour créer ce monde-là. Vous pouvez ouvrir les yeux ou rester les yeux fermés. Ce qui nous passionne, et ce que moi j'ai découvert profondément, c'est la compréhension du un. Et ce un dont on est en train de parler, on parle de collaboration, mais si on regarde bien, il y a collaboration avec le vivant. C'est pas que l'humain, c'est avec le vivant. On n'est pas séparé de la nature. On n'est pas séparé du vivant, on est un. Et ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à m'intéresser, et nous sommes intéressés au Cradle to Cradle, c'est qu'il n'y a qu'une seule espèce vivante qui agit différemment et qui ne collabore pas, c'est l'espèce humaine qui, en particulier, détruit son propre écosystème par la pollution, par le mauvais usage des ressources, par le fait de générer des déchets. On est l'unique espèce qui crée des déchets et qui pollue. Toutes les autres espèces, quel que soit leur fonctionnement, entre elles, internes ou externes, sont là pour agir dans la régénération de tous les écosystèmes. Et donc on s'est intéressé en se disant, imaginons maintenant un monde d'entrepreneurs, un monde de consommateurs, un monde d'humains, qui depuis cet espace qu'on partage là, commence à voir sa propre mission, pourquoi je suis là, à quoi je sers, qu'est-ce que je vais servir, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je donne, individuellement. Et ensuite, quand on le porte à quelque chose de « tiens, voilà mes compétences », nous parlions tout à l'heure avec une jeune femme de théâtre, ses compétences étaient le théâtre. Moi, je me suis dit « tiens, c'est intéressant, ce ne sont pas mes compétences ». Moi, mes compétences étaient autres. Et nos compétences étaient justement la capacité à comprendre les sujets des cycles environnementaux, les cycles dont parlait Eric tout à l'heure et qu'on va décrire. Et un peu plus tard, on vous en parlera, on a même changé de direction et créé une autre entreprise qui se met au service de cette régénération des cycles que décrit si bien le Cradle to Cradle. Donc c'est depuis cette perspective-là ici commune qu'une entreprise ou une personne peut vraiment comprendre ce qu'est le Cradle to Cradle. On ne peut plus réfléchir en silo. Et je sais que vous êtes tous très actifs et il y a une communauté incroyable que vous formez d'activistes. Et en réalité, ce qu'on voit, c'est que l'action, elle doit partir de cette profondeur pour avoir un impact. Et chacun a sa mission et chacun intervient. Et nous, notre modeste, on va dire, apport est lié à cette conception du Cradle to Cradle qui dit que si vous regardez ce qui nous entoure dans cette pièce ici, et c'est vrai partout dans le monde, tout n'est que deux cycles. Vous avez soit le cycle biologique, et le cycle biologique, c'est le fait d'utiliser, d'acheter, puis de se séparer de matériaux, de produits, qui ont ensuite pour vocation de régénérer les terres agricoles, les terres arables. Par exemple,
tout ce qui est cycle biologique, ultimement, peut retourner dans le magnifique jardin qui est derrière nous pour pouvoir le régénérer. Voire on peut imaginer des industriels qui, à grande échelle, utilisent des matières, n'ajoutent aucune toxicité à cette matière, et ensuite vont mettre en place des bacs de récupération pour qu'ensuite ces matériaux puissent être compostés et régénérer les terres agricoles pour rendre à la terre ce qu'elle nous a donné. C'est vrai pour tout ce qui est coton, c'est vrai pour tout ce qui est papier. On peut aller loin dans l'usage des matières premières naturelles qui sont utilisées et qui éventuellement, après un usage, peuvent retourner. Si l'industriel a créé le flux de matière pour cela, le retourne à la terre, tout simplement parce qu'il ne veut pas perdre la source de sa matière. C'est la façon dont fonctionne le vivant. On est les seuls à ne pas fonctionner comme ça. On va mettre 7000 litres d'eau pour un t-shirt en coton, auquel on va rajouter des additifs qui vont abîmer le coton et qui vont faire que ce coton va partir dans des bacs que vous connaissez tous de récupération de vêtements usagés qui, comme vous le savez, partent en réalité en traitement de déchets. C'est la réalité de ce qui se passe dans la majorité des pays développés, dits développés. Et tout ce qui ne va pas dans ce cycle-là, le Cradle to Cradle l'appelle cycle technique. Tout est prévu pour que l'ensemble des produits matériaux soient assemblés, utilisés, récupérés en fin d'usage, désassemblés, pour retourner ensuite chez des fabricants de produits et matériaux, parce que ce cycle-là, c'est le cycle du recyclage ou de l'upcyclage, ce n'est pas le cycle biologique. Donc soit on utilise des produits compostables qui retournent à la terre, soit le reste, tout le reste, doit être conçu pour être assemblé, désassemblé, recyclé. Je voudrais juste illustrer un élément, parce que parfois, c'est pas facile de faire la distinction entre l'économie circulaire et le mode et l'économie linéaire qu'on vit aujourd'hui. Ce qu'on entend aujourd'hui par économie linéaire, ça veut dire je prends, j'extrais, j'utilise, je jette. Oui, donc on n'est pas du tout dans un cycle. Par exemple, vous entendez parfois parler d'usines de biomasse, donc du bois qui est brûlé pour produire de la chaleur. Ce n'est pas de l'économie circulaire. Ce qu'on appelle le cycle biologique du bois, la cascade du bois, c'est imaginer que vous avez du bois massif qui est utilisé pour faire des charpentes, des armoires. Après, éventuellement, avoir été réemployé une fois ou peut-être 2 fois. Il va être utilisé pour être retravaillé, pour à nouveau servir en tant que bois massif, mais pour d'autres types de produits. Peut-être qu'on va utiliser différents bouts de charpente pour faire des meubles, faire de l'upcyclage de meubles. Et puis au bout d'un certain temps, peut-être après avoir employé ce même meuble 1 fois ou 2 fois, quand il est plus réemployable, et que le bois est peut-être trop abîmé pour pouvoir refaire un autre produit, à ce moment-là, peut-être le broyer, rajouter de la colle, mais une colle non toxique, dès la conception, par exemple pour faire des panneaux de particules, des panneaux bois de particules qui sont utilisés chez Ikea, etc. Alors, je ne dis pas qu'Ikea, c'est de bonne qualité, mais en tout cas, il y a possibilité de faire des panneaux de particules en bois, où cette sciure, avec cette colle non toxique, permet de donner encore une fois une valeur à cette matière-là. Ce panneau de particules, il peut être en fait broyé un certain nombre de fois pour refaire du panneau de particules, et puis quand la dose de colle devient trop importante, on ne peut plus faire du panneau de particules. Mais on peut récupérer en fait cette sciure-là pour faire des pelets de bois. Oui. Et si on n'a toujours pas mis d'éléments toxiques dans ce pellet et que ce pellet est broyé dans nos chaudières à bois, la cendre qu'on récupère, toujours non toxique, peut être récupérée avec un peu de chaux dolomitique pour faire de l'engrais qui va permettre aux arbres de pousser. Donc vous voyez comment de l'arbre, en fait, on a passé avec parfois du réemploi, du recyclage, de l'upcyclage, etc. Et au final, donc une incinération, mais sans toxicité, qui fait que c'est un engrais qui permet donne le temps aux arbres de pousser. On est vraiment dans un cycle biologique, c'est un exemple. Oui. C'est le contraire de se dire, en fait, on va juste faire des usines en fait, biomasse, où on prend du bois. Alors au début, on prend du bois local, du bois élagué, etc. Et puis ensuite, on veut remplir la capacité de l'usine. Donc on commence à utiliser du bois coupé, puis on fait importer ce bois coupé en fait, de l'étranger. C'est ce qui se passe vraiment, pour juste produire, par exemple, de la chaleur. Oui. Et par exemple, la différence entre ce qu'on appelle du bois énergie, où on prend du bois, on le brûle pour faire de la chaleur, et du bois matière, où on fait toute cette cascade du bois, ça crée de l'emploi local. Et ça crée un emploi local d'un rapport 5 à 8. Oui. Donc on a beaucoup plus d'impact positif dans le fait de penser les différentes étapes
l'éco-conception du bois, de ne pas mettre de la colle toxique, qu'est-ce qui va devenir ensuite, etc. Et de gérer cette ressource comme une mine urbaine. Donc aujourd'hui, au lieu d'aller extraire donc des produits dans des mines naturelles, l'idée c'est d'extraire les produits dans des mines urbaines ou rurales. Donc de gérer ces ressources-là intelligemment et en les ayant conçues intelligemment fait qu'on peut les réintégrer, soit pour du remploi tout simple, soit en fait par ce qu'on appelle de la matière première secondaire, c'est-à-dire pas issue des mines mais issue de ces mines urbaines-là, pour régénérer en fait donc ces différents produits et faire en sorte qu'on ne crée pas de déchets. Et bien, on s'est passionné pour cette philosophie, hein. C'est plus une philosophie que de la simple éco-conception. Et donc on s'est vraiment intéressé de près à cette philosophie Cradle to Cradle. Donc le cycle biologique et tout le reste passe dans un cycle technique. Mais bien évidemment, il faut des normes, il faut un standard pour que les industriels puissent suivre une façon de concevoir leurs produits et matériaux mis sur le marché. Et donc, à titre informatif pour vous, sachez que le Cradle to Cradle s'appuie sur 5 critères. Et vous allez vous rendre compte que souvent, ce sont des critères qui ne sont pas mis en avant dans les publicités des entreprises, parce qu'en général, ils n'ont pas l'information, parce qu'ils ne font pas attention. Le premier critère pour pouvoir rentrer dans cette certification Cradle to Cradle, c'est la non-toxicité du produit. On l'a juste évoqué. Est-ce que l'ensemble des adjuvants que je vais ajouter des additifs que je vais mettre dans la fabrication de mon produit sont toxiques ou pas pour la santé et l'environnement? Donc, quand on prend la santé, c'est la santé du vivant. Et l'environnement, c'est tout le reste. Et donc, c'est le premier critère, c'est le plus important. Et il ne s'agit pas juste de dire il n'y a pas de métaux lourds ou il n'y a pas de phtalate. En fait, il s'agit de regarder tous les composants du produit. Nous, on est végétariens. Si on nous dit tu peux venir manger chez nous, il n'y a pas de viande, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de poulet. Donc, on a besoin de savoir en fait. Pas de poisson, du moins. ou pas de poisson. Donc, c'est important de voir qu'il faut que c'est la responsabilité des industriels en fait et de ceux qui fabriquent ces produits-là de maîtriser la composition de ces produits-là, pour être sûr qu'à court terme et même à moyen terme, quel que soit le futur usage de ces produits-là, même s'ils devaient être finalement jetés, il n'y ait pas d'impact négatif sur la santé et l'environnement. Donc la façon dont ça fonctionne, c'est que la liste des composants à 100% du poids du produit sont vérifiés par des évaluateurs. Donc il y a des contrats de confidentialité, c'est évalué, et ensuite des audits, puisque nous sommes comme vous, très attentifs à la réalité des déclarations. Il y a ensuite des audits qui sont faits dans les usines et qui vérifient que l'ensemble des produits déclarés correspondent aux factures et que c'est ce qu'on retrouve bien comme bidon dans les usines. Ça, c'est important à savoir, ça s'appuie vraiment sur la réalité de l'usage des produits et matériaux. Le deuxième critère est celui de la circularité. Est-ce que le produit a été conçu pour le cycle biologique ou pour le cycle technique, et quels sont les systèmes de récupération après usage qui ont été mis en place? Est-ce qu'il y a une stratégie de récupération? Est-ce que cette stratégie est mise en place? Est-ce que les produits sont effectivement récupérés? Et ensuite, par rapport au produit lui-même, quel est son pourcentage de matière recyclée, recyclable, biodégradable? Et ça, c'est pour pouvoir regarder la partie circulaire du produit. Et lorsque le produit est composé de différents matériaux, est-ce qu'ils sont séparables pour que chacun de ces matériaux retourne dans des cycles de fabrication pour pouvoir continuer à produire ce type de produit? Le troisième critère, c'est celui de la gestion des énergies sur le site de fabrication. Donc tout le monde se focalise sur le CO2. Donc une partie du critère, ça va être celui du CO2 qui est émis par l'entreprise qui fabrique le produit, mais c'est également regarder le mix énergétique de l'entreprise. Est-ce que cette entreprise a un mix qui correspond, c'est-à-dire utilise une énergie qui est trop importante par rapport à la conception du produit? Le quatrième critère, c'est celui de la gestion de l'eau sur le site de fabrication. Est-ce que c'est en circuit fermé? Est-ce qu'il y a des matériaux ou des additifs dangereux qui partent au moment du nettoyage des machines? Qu'est-ce qui est relargué? Parce que en fait, la réglementation est loin de correspondre à la réalité de la toxicité. Il ne vous a pas échappé que malgré l'ensemble des réglementations internationales, on ne va pas bien. Et si on ne va pas bien, c'est parce qu'il y a de la pollution. Et s'il y a de la pollution, c'est parce qu'on ne regarde pas de près la composition et on ne regarde pas le cycle de l'eau et les rejets d'air et d'eau émis par les usines, malgré les réglementations.
Et le dernier critère, c'est celui des aspects sociétaux. Vous connaissez bien Bicorp, je sais que Liliane connaît bien Bicorp, l'équipe Bicorp en tout cas en Suisse. Par exemple, ce type d'études faites auprès des entrepreneurs Bicorp ou autres, déclaratifs ou parce qu'on fait venir un auditeur chez soi, et aussi regarder, c'est-à-dire comment sont considérés les collaborateurs, les collaboratrices dans les entreprises, qu'est-ce qui est mis en place pour leur vie, qu'est-ce qui est mis en place pour la vie des parties prenantes qui sont autour des usines, qu'est-ce qui est mis en place pour la vie des utilisateurs des produits et matériaux. Oui, il y a plusieurs échelles. Et lorsqu'une entreprise soumet l'ensemble de ces informations, va pouvoir obtenir à ce moment-là une certification, si elle rentre au seuil qui est attendu. Et cette certification va aller du standard, du niveau bronze au niveau platine. Et j'aime bien dire que quand on est au niveau or, un bébé peut boire ou manger le produit en question parce qu'il est vraiment bon pour la santé et l'environnement. Et donc l'ensemble de cette certification met sur le marché, permet aux entrepreneurs, aux grandes entreprises de mettre sur le marché des produits et matériaux qui sont bons pour la santé et pour l'environnement. On voulait juste donner cette information-là parce que certaines grandes entreprises se lancent dans ces démarches, dans ces certifications, et il faut se rendre compte de la remise en question que ça fait dans ces entreprises et qu'aussi tout n'est pas mauvais. Il y a en ce moment un mouvement d'entreprises composé d'humains comme nous qui veulent avoir des impacts positifs sur la santé et sur la santé et l'environnement et qui rentrent dans ces démarches-là. Tout n'est pas pourri, tout n'est pas mauvais. Il y a quand même, on voit maintenant un mouvement d'entrepreneurs conscients qui s'intéressent à ce qu'ils mettent sur le produit. À nous, quand on achète les produits de consommation ensuite et quand on les commande et qu'on les reçoit, qu'on regarde et qu'on soit averti. Qu'est-ce que j'achète, puisque l'autre élément du fabricant, c'est l'acheteur, c'est nous les consommateurs. Qu'est-ce qu'on consomme? Quelle quantité? Est-ce qu'on applique bien l'ensemble des règles de retour vers les magasins quand il y en a? En fait, il faut être aussi des acheteurs conscients, c'est ce qu'on nous demande. C'est ça, on est vraiment là dans les prémices d'un écosystème, en fait, une interconnexion entre celui qui produit avec une certaine intention et celui qui consomme. Si un consommateur prend systématiquement le biais de prendre le produit forcément le moins cher, et admettons qu'il ait le choix, quel est son impact en termes d'achat, de consommation, sur ce qui permet ou ne permet pas par rapport en fait à des entreprises qui font plus d'efforts que d'autres. Mais ce qui est important dans cette approche du cradle to cradle, donc encore une fois qui veut dire du berceau au berceau, donc en anglais, par rapport à l'approche de l'économie linéaire qui est du cradle to waste, donc du berceau en fait, cradle to grave, pardon, du berceau au tombeau. Donc il n'y a pas de vie suivante. C'est associé à une philosophie, finalement, à l'intention que l'on met dans le produit. Est-ce que dès le départ, je veux concevoir un produit que je pourrais récupérer pour le réinjecter dans le processus de production, qui est constitué en fait de produits qui auront un impact neutre, voire positif sur la santé. Cette philosophie, cette intention que l'on met dans le produit, ça a à voir avec ce dont on parlait tout à l'heure, issu aussi de la méditation, c'est quel sens je veux donner à ce que je fabrique. Et la philosophie du cradle-cradle, c'est aussi inspiré de la nature. C'est pas dire je vais faire moins mal, je vais faire un produit où il y a moins d'éléments toxiques, qui consomme moins d'eau, qui produit moins de CO2, etc. C'est un produit qui doit avoir un impact positif. Donc on passe d'une approche où en fait on fait moins mal à une approche où on veut faire du bien. Et ça, c'est vraiment l'intention. C'est l'intention que nous tous, dans tout ce qu'on crée, on peut mettre ou ne pas mettre, et ça dépend de chacun d'entre nous, de ne pas chercher évidemment à pas faire du mal. Il y en a qui malheureusement dont c'est la spécialité, mais même de ne pas faire moins mal, mais de faire du bien. C'est deux paradigmes différents. Soit on limite le problème, mais on fait encore partie du problème, soit on se met du côté de la solution et on fait en sorte de faire davantage de bien à travers mes actions, et ça c'est lié à notre intention. Ouais, c'est un point important que tu soulèves, Eric, parce que souvent on pense que dans la crise environnementale à laquelle on fait face, l'unique réponse est la décroissance. Et là, ce qu'on est en train de partager, si vous regardez ce qu'on a partagé juste avant, on n'est pas séparé de la nature. Et il suffit de regarder votre jardin, il n'y a pas de décroissance dans la nature, il n'y a que de l'abondance. Il y a du plus, mais du plus positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que la réponse à ce qui se passe actuellement d'un point de vue environnemental n'est pas uniquement que la décroissance, peut-être que c'est bien produire et acheter et avoir une consommation juste. Et donc ça veut dire pour les fabricants de produits d'arrêter de vendre à outrance des produits mauvais,
mais au contraire passer du côté de la solution pour mettre sur le marché des produits qui sont bons. On est souvent confronté à ce type de conversation avec des grands industriels qui viennent nous voir. Et ce que vous voyez, ce que vous savez, ce qu'on sait tous à l'intérieur, et on en parlera tout à l'heure, c'est que ce changement de paradigme qui est généré ici à l'intérieur, dans notre façon d'être ici, de s'écouter, de partager ce un, de ne pas avoir peur et de regarder ensemble des solutions, quand on arrive dans une entreprise qui a un bas de bilan, je peux vous dire qu'on voit beaucoup de peur et beaucoup de réticence, et surtout des personnes qui ne veulent pas changer, qui veulent continuer à travailler en silo. Donc un des gros points dans le Cradle to Cradle consiste d'abord à amener cette vision écosystémique auprès des entreprises, et ensuite de réaliser qu'ils peuvent faire partie de la solution, de mettre en place des processus internes où on va faire évoluer les consciences des collaborateurs pour ensuite faire évoluer les consciences des clients. Mais c'est ce qui nous passionne, en fait. C'est ce qu'on aime faire et c'est ce qu'on produit. Donc l'économie circulaire, en fait, encore une fois, c'est d'abord un changement de paradigme à l'intérieur. Et on a pu voir à quel point les consciences évoluaient depuis 15 ans, on en reparlera après. Et ensuite, c'est une mise en œuvre à l'extérieur, à travers la conception d'un produit ou d'une création, quelle qu'elle soit. Et derrière, sa gestion dans le temps pour qu'elle ne devienne pas un déchet, mais qu'elle soit réinjectée dans les processus, les écosystèmes qui sont prévus, quand ils sont prévus, parce qu'ils n'existent pas tous encore, on est bien d'accord là-dessus, pour qu'ils puissent petit à petit se mettre en place. Donc on est dans un processus de progression et d'évolution. Tout n'est pas parfait, c'est clair, mais on a tous les éléments pour tendre vers cette perfection. Ça, c'est vraiment notre message important, et c'est ce qu'on va aussi se développer petit à petit. L'idée, encore une fois, c'est pas de décroître pour aller moins vite dans le mur, c'est d'éviter le mur. Donc la nature produit en abondance, mais elle consomme de manière très sobre, avec des ressources locales, vous voyez, avec très peu d'énergie. C'est ça notre objectif. Vous voyez. Donc on peut arriver à ça, et certains y arrivent déjà. Donc l'économie circulaire, il y a différentes boucles qui existent. La boucle, en fait, qui est, on va dire, la plus vertueuse, et apparemment la plus simple, mais pas tant que ça, on vous en parlera après, c'est celle du réemploi ou de la réutilisation. En gros, j'avais une armoire, quelqu'un d'autre, je la en brocante, quelqu'un vient la récupérer, puis l'utilise une fois, deux fois. Le réemploi, donc c'est une des boucles, en fait, en général les plus locales et les moins émettrices, en fait, de CO2 ou d'énergie. Et la matière est conservée. Une autre boucle, en fait, c'est ce qu'on appelle l'upcyclage. L'upcyclage, c'est différent du recyclage. Le recyclage, c'est ce qu'on connaît habituellement. Ça fait partie de l'économie linéaire. C'est quand, par exemple, on va plutôt sous-cycler, on pourrait dire, une matière, on va détruire de la valeur. C'est par exemple du bois qu'on va brûler, du béton qu'on va récupérer et qu'on va enfouir, qu'on va mettre en sous-couche routière. Vous voyez, alors que le bois, comme je l'ai montré tout à l'heure, en fait, peut servir en fait, à avoir d'autres usages en bois matière, que même le béton qu'on récupère aujourd'hui, qui a demandé beaucoup d'énergie et qui a émis beaucoup de carbone, en fait, est capable, s'il est correctement utilisé, de pouvoir être réintégré dans les processus de fabrication du carbone, du béton. Pareil pour des moquettes en nylon. Le nylon peut être récupéré pour fabriquer des moquettes en nylon, certains plastiques, etc. Donc la vision simpliste qu'on propose aujourd'hui et qui est beaucoup poussée par les tenants de l'économie linéaire, des gestionnaires de déchets et finalement des gouvernements qui ne savent pas gérer la complexité, c'est de se dire c'est juste un problème de carbone ou c'est juste un problème de plastique. Alors qu'il y a des plastiques qui sont plus intéressants que produire du verre, par exemple, parce qu'ils sont plus légers, parce que ça besoin de moins d'eau, s'ils sont bien gérés. Vous voyez, donc il y a différentes solutions, il y a une diversité d'écosystèmes qui existent ou qui peuvent exister s'ils n'existent pas encore, qui demandent en fait vraiment de se connecter au niveau des compétences, au niveau des logistiques, au niveau aussi de connaître où sont les ressources, puisque je parle de milieu urbain, encore faut-il savoir où se trouve la ressource qui va devenir disponible. D'accord ? Et où sont ceux qui ont le besoin de cette ressource-là qui va devenir disponible. Ouais. Donc c'est toute la difficulté, c'est toute la nouveauté. Pour s'interconnecter, il ne s'agit pas juste de dire interconnectons-nous, c'est comment on va favoriser ça, comment on va le rendre possible. Et c'est l'objet en fait de notre société. Donc on a commencé par Integral Vision, qui était plutôt une société de consulting, de conseil, mais on s'est rendu compte que ça ne marchait pas, que ça n'allait pas assez vite en fait. On n'était pas satisfait. Parce que justement, on n'était pas capable de pouvoir créer cette interconnexion
entre les différentes parties prenantes, les différents acteurs, et même de savoir où se trouvaient les ressources qu'il fallait éventuellement régénérer. Et c'est comme ça, donc en 2016, on a créé notre Integral Vision en 2007, et en 2016, on a fusionné ces activités de conseil, et on a intégré une activité d'édition de logiciels pour permettre d'avoir une plateforme qui permette de pouvoir connecter les ressources, connecter les acteurs, créer des écosystèmes avec de l'intelligence pour imiter la nature et partager un maximum d'informations. Et je vais laisser Christine en fait en parler un petit peu. Tu préfères que je le fasse? Oui, tu étais bien parti pour. Donc, imaginez en fait que vous ayez un endroit, une plateforme, où vous puissiez voir tous les produits qui sont réemployables dans votre voisinage, à 10 km, à 20 km, maximum 200 km. Oui. Imaginez que vous cherchiez une table, une armoire, une moquette, vous en tant que particulier, ou vous en tant qu'artisan, ou vous en tant que psycleur qui veut créer un meuble à partir de bois disponible, ou faire une œuvre d'art. On avait quelqu'un ce matin qui était dans le cyclage de l'art à partir de produits usagés. Oui. Donc on a créé ça. On a créé une espèce de grande place de marché, une espèce de bon coin, pour ceux qui connaissent en fait, des produits réemployables, qui permettent déjà de pouvoir connecter ceux qui ont des gisements en produits réemployables avec ceux qui ont des besoins. C'est une forme d'interconnexion entre des ressources caractérisées dont on connaît le poids, dont on connaît l'impact carbone, l'impact eau, dont on connaît en fait les caractéristiques, les propriétés techniques, les dimensions, etc. Et ceux qui peuvent en dire, tiens, ça m'intéresse, et je voudrais en fait le réemployer. D'accord. Donc ça, c'est une plateforme qu'on a créée qui s'appelle Noah. Noah par rapport à Noé, donc l'arche, c'est un peu l'arche du réemploi. C'est comment on peut accueillir en fait tous ces produits réemployés qui existent un peu partout. Il y a des recycleries, des ressourceries, des places de marché diverses et variées, qui ont des gisements de produits réemployables, déstockés, invendus. Donc on a créé ça. On a dit déjà comment on peut. C'est un petit peu comme, si vous voulez, pour ceux qui connaissent, l'Iligo ou Kayak pour les billets d'avion. Donc il y a des tas de compagnies aériennes qui vendent des billets d'avion. Nous, en fait, on a mutualisé, fédéré les places de marché, les ressourceries, les recycleries qui produisent, qui ont à disposition des stocks de produits réemployables, invendus ou déstockés. Donc on est devenu un comparateur. Ça, c'est une des applications qu'on a développées. Donc c'est un comparateur et qui, d'ici quelques jours, sera à disposition du grand public. Il est déjà disponible, on n'a pas encore communiqué. Ouais. Il fonctionne déjà auprès des grandes entreprises, auprès des bureaux d'études, des architectes, puisqu'en fait on s'est spécialisé vraiment dans le domaine du bâtiment, ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans cette économie circulaire, et c'est ce à quoi on veut arriver, c'est l'élimination des déchets pour avoir des cycles de produits, on s'est attaqué finalement au secteur qui était le plus émetteur de déchets, à savoir celui du bâtiment. On s'est dit comment faire pour avoir un impact et surtout quelles sont les grandes entreprises qui, elles, vont avoir des impacts assez importants par la taille de leur parc immobilier. On s'est dit on va s'attaquer au domaine du bâtiment et on va en particulier s'intéresser aux grands détenteurs de parcs immobiliers. Parce que si eux prennent les bonnes décisions, ça va avoir un impact très important sur l'ensemble des volumes de déchets, puisque le bâtiment, c'est 70% des volumes de déchets. En tout cas, en France et majorité en Europe. Je n'ai pas regardé pour la Suisse, mais les volumes de déchets, 70% de ces volumes viennent du bâtiment et des travaux. Donc on s'est dit, ça c'est le sujet qu'on va traiter. Et pour traiter le sujet, on ne va pas s'attaquer à toute une pléiade de personnes. On va aller chercher les entreprises qui achètent, qui utilisent et qui louent ou revendent l'ensemble de leur parc, et que leur business, c'est finalement, je fais construire, je loue, je revends. Et ces grands parcs immobiliers appartiennent à des grandes sociétés immobilières, et elles ont un réel impact et financier, et elles peuvent vraiment changer la donne si elles changent. Et on a créé pour ça tout un type d'appli, dont celle qui s'appelle Noah, comparateur du réemploi pour le domaine du bâtiment. Oui. Donc Noah, vous l'avez compris, en fait, c'est un moteur de recherche et un comparateur qui permet de choisir en fait les produits qu'on souhaite pouvoir réemployer chez soi. Et quand on clique en fait sur les produits qui m'intéressent, on est renvoyé
vers donc la place de marché ou la ressourcerie qui est dépositaire en fait de ce gisement-là. Donc c'est ça, cette forme d'interconnexion. Avec un comparateur environnemental en matière de CO2 et de gestion de l'eau. Ouais. Après, ce que disait aussi Christine, qui est extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, le gros problème aujourd'hui au niveau mondial, c'est le bâtiment et les produits qui sont nécessaires pour fabriquer le bâtiment. Donc aujourd'hui, en fait, en termes de sable pour faire du béton, on commence à en manquer. En termes de plâtre, donc carrière de gypse, on commence à en manquer. Tout ce qui est nécessaire, en fait, l'énergie qui est nécessaire pour fabriquer de l'aluminium, du métal, etc., c'est extrêmement consommateur d'énergie, extrêmement émetteur de CO2, et ça produit 70% des déchets dans une approche d'économie linéaire telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les grands gestionnaires de déchets, Veolia, Suez, d'autres, etc., se frottent les mains en fait de tout ce qui sort du bâtiment, parce que tout ça est enfoui, un petit peu incinéré, et quand c'est du métal, revendu. Oui. Donc il y a un énorme gaspillage en fait de ressources. Au fur et à mesure, tous les jours là, pendant que je parle, en fait, il y a des tonnes en fait de ressources qui sont gaspillées, qui vont justifier que justement il y ait des prédateurs de ressources à travers le monde qui commencent à se positionner pour se protéger et assurer l'approvisionnement en matières premières dont ils ont besoin pour faire leur business. Donc si en fait très vite on ne met pas en place une économie circulaire qui est en plus locale, qui fait en plus travailler localement en fait une économie, y compris une économie sociale et solidaire, donc on va devoir aller chercher de la ressource qui se fait de plus en plus loin. C'est pour ça que vous entendez la route de la soie, ce que fait la Chine, toute une forme de prédation, une autre forme de colonialisme, mais des ressources, au-delà, mais pas forcément territoriales, mais au moins des ressources, parce que tout le monde est en train de se positionner pour avoir accès à l'eau, accès aux ressources, accès aux énergies. Donc, mais les ressources aujourd'hui sont devenues extrêmement fondamentales. Aujourd'hui, vous entendez beaucoup, en fait, surtout avec les événements qui se passent actuellement, il faut assurer l'approvisionnement énergétique. On ne veut plus travailler avec la Russie, donc on a changé de fournisseur. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on utilise, les panneaux solaires, l'énergie renouvelable, les éoliennes, sont beaucoup plus techniques et demandent des métaux beaucoup plus rares, en fait, que les technologies précédentes, où on se contentait d'avoir du pétrole et de le brûler. Donc le lithium des batteries, donc tout un tas de produits de métaux rares et autres types de métaux, aujourd'hui, qui ne sont pas recyclés, qui ne sont pas récupérés, vont faire très très vite, et on a peut-être 10 à 20 ans de réserve pour certains d'entre eux, pour juste, si on voulait préserver le niveau de vie qu'on a aujourd'hui, pouvoir en fait permettre de le faire. Oui. Les écrans LCD, les panneaux solaires, donc il y a un métal qui s'appelle l'indium, qui est nécessaire. On n'a que 19 années de réserve. Donc si on n'est pas conscient des produits et des techniques, des composants que l'on met, et si on ne s'organise pas pour les gérer et les récupérer, donc de manière vraiment circulaire, on va avoir un problème de ressources avant d'avoir un problème d'énergie, puisque l'énergie est produite à partir de ressources et d'eau. On aura peut-être un problème d'eau, peut-être avant les problèmes de ressources. Bon, en tout cas, on veut éviter tout ça. C'est pour ça que c'est nécessaire de pouvoir créer ces écosystèmes. Dans ce dont parlait Christine précédemment, on a donc créé comme je dis, en fait, on a développé une plateforme NOAA pour le réemploi, mais ça ne suffit pas le réemploi. Comme je disais tout à l'heure, dans l'exemple de ma cascade du bois, on ne peut pas réemployer 10 fois, 15 fois en fait la même armoire, etc. Donc il faut aussi gérer, non pas le recyclage, qui est du sous-cyclage, mais de l'upcyclage. Comment je sais qu'une moquette, parce qu'elle a du nylon disponible dans 2 semaines, va permettre d'être repris par le fabricant de moquette pour refaire de la moquette en nylon. Vous voyez, l'upcyclage. On n'a pas détruit de la valeur, on l'a réintégré dans le processus de production. Comment ce béton peut devenir du béton, comment le bois en fait peut suivre cette cascade dont je parlais précédemment. Donc on a en fait dû inventer un logiciel écosystémique qui permet à la fois de pouvoir recenser les produits qui sortent de la déconstruction des bâtiments. Il y a beaucoup de produits en fait, beaucoup de bâtiments qui sont déconstruits et plutôt que ce soit jeté, les ressources sont caractérisées. Qu'est-ce qui sort de ce bâtiment ? Je sais qu'il sort tel produit ou tel matériau en telle quantité et c'est à tel endroit. Oui. J'ai ces gisements-là. Et par ailleurs, le même logiciel, MyPsychia, permet de pouvoir recenser les gens qui ont des besoins, soit en réemploi, soit en matières premières secondaires. Ça peut être des fabricants, ça peut être tout un chacun. Donc on a d'un côté finalement les gisements, et d'autre côté, donc finalement l'offre, et d'autre côté la demande en réemploi ou en upcyclage. Oui. Ça fait beaucoup de données à gérer et c'est comme ça qu'on crée en fait une gestion des mines urbaines. Parce qu'on est capable de rapprocher l'offre de la demande.
On utilise en fait un petit peu d'intelligence pour faire des correspondances automatiques entre l'un et l'autre. Et ensuite des fonctions qui permettent de créer des écosystèmes qui vont dire ok, quelqu'un a un gisement, quelqu'un a un besoin, je les ai bien identifiés. Maintenant, quelle va être la logistique intermédiaire en termes de collecte des produits, transport, peut-être stockage si le besoin a lieu que dans 6 mois, peut-être réparation, peut-être reconditionnement, pour pouvoir en fait créer cet écosystème, vous voyez, entre celui ou celle qui a le gisement et celui ou celle qui a le besoin, à travers cette logistique intermédiaire qui va permettre de boucler mon écosystème. Oui. Et là, on se retrouve vraiment dans l'écosystème naturel. Le gisement de feuilles mortes, micro-organismes, et puis donc le marché, la faune et la flore qui va consommer les nutriments qui ont été transformés. Oui. Donc cette vision biomimétique, écosystémique, c'est ce que l'on fait au quotidien. Ça nous demande en fait de pouvoir, 1, caractériser les ressources disponibles, 2, caractériser les besoins, et 3, caractériser les acteurs du territoire les plus locaux possibles, de manière à ce qu'ensuite, quand on va créer des écosystèmes, on ne passe pas des milliers de kilomètres pour pouvoir en fait boucler l'écosystème. En fait, on a inventé un algorithme qui imite la nature. C'est ce qu'on s'était dit quand on a répondu à un concours du ministère de l'Environnement il y a quelques années. On s'est dit, en fait, l'économie circulaire nécessite de connaître tous les acteurs qui n'ont plus besoin de ressources, mais ils doivent les caractériser selon des formulaires qui sont extrêmement précis. On a besoin de savoir quelles sont toutes les entreprises locales et peut-être parfois plus éloignées qui vont être capables de déposer, transformer, réparer, transporter. Et on a besoin de savoir qui en veut, et pour le mettre où, et pour combien de temps. Et donc quand on voit ce flux de matière, on comprend l'écosystème complet, et on se dit très bien, donc maintenant, dans le domaine du bâtiment, je suis un gestionnaire d'actifs immobiliers, je vais utiliser des produits et matériaux. L'ensemble de mes produits et matériaux qui constituent mon bâtiment sont entièrement caractérisés. Je connais les dates de fin, c'est-à-dire que je sais quand tous ces produits et matériaux vont sortir. Parce qu'en fait, il y a des maintenances et il y a des réhabilitations, il y a des rénovations des bâtiments qui se font tous les 2 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. Et en général, c'est vraiment sous contrôle d'un point de vue comptable et financier chez les gestionnaires de parcs immobiliers ou d'actifs immobiliers. Et ensuite, nos algorithmes font la suite. C'est-à-dire qu'on sait que quand ça sort de ce bâtiment, ça envoie des notifications au marché qui est en attente de ce type de produits et matériaux. Et on est en train de faire un tour de force là, puisqu'on a des milliers de transformateurs qui viennent s'inscrire gratuitement dans la plateforme pour venir apporter leurs compétences. Je dépose, je collecte, je stocke, je transforme. On a également plus de 650 fabricants de produits qui caractérisent leurs produits neufs d'un côté dans la plateforme, mais qui énoncent aussi ce qu'ils souhaitent en matière première secondaire dans la plateforme. Et on est à notre petit niveau en train de faire un tour de force, puisqu'on est en train de littéralement modifier le marché du bâtiment, en tout cas pour la France, avec 650 fabricants mondiaux qui sont connectés à la plateforme et qui rentrent des informations dans la plateforme, avec des dizaines et des dizaines de gestionnaires d'actifs immobiliers publics, privés, dont maintenant, depuis quelques jours, un des plus gros européens qui travaille maintenant avec nous, et des milliers d'intervenants qui interviennent pour transformer la matière, et le tout dans la plateforme. Donc effectivement, on est très heureux d'avoir inventé ce logiciel. Et surtout, ce qui nous émeut le plus, c'est que chaque nouveau client est inspiré, comprend à l'intérieur de ses tripes et chez ses collaborateurs, voit les silos, voit la résistance, devient un ambassadeur de ces écosystèmes en interne pour transformer son entreprise, pour pouvoir aussi participer aux écosystèmes. Et donc, on aime bien nous se voir comme un petit levain dans la pâte, où finalement, parce que année après année, on est allé convaincre des détenteurs de matière, comme les gestionnaires des parcs immobiliers, on a réussi à leur faire comprendre ce qu'est un écosystème, et surtout, peut-être ce dont tu vas parler maintenant, Eric, comment est-ce qu'on peut faire de l'aïkido avec le système, puisqu'il ne s'agit pas uniquement que d'être bon pour l'environnement, mais à un moment donné, il faut que ça rapporte. Parce que j'ai jamais vu une entreprise qui se transformait si ça ne rapportait pas. Je pense que cette partie, on l'a un peu craquée aussi. Alors,
on est très humble dans ce qu'on dit, en fait, parce qu'on est qu'au début de l'histoire. Et je vais reboucler sur la spiritualité. Pour le coup, en fait, c'est assez circulaire comme discours. Mais effectivement, comme je disais tout à l'heure, en fait, là, je vous ai dit que les solutions existaient, mais que c'est pas forcément facile, en fait, de pouvoir intégrer, interconnecter tout le monde. Parce que on a des peurs, des méfiances, parce que c'est nouveau, parce que j'ai plutôt envie de faire comme d'hab, plutôt de l'inertie, parce que je suis méfiant, ou parce que carrément ça met mon modèle en danger et que j'ai pas envie de faire un effort, même si un modèle plus intéressant d'évoluer, parce que moi mes bonus ils sont basés là-dessus et pas sur autre chose. Donc ça c'est la difficulté à laquelle on est confronté, c'est qu'on a créé en gros toute la structure et les algorithmes en fait et les fonctions qui permettent une collaboration à large échelle. Encore faut-il en fait que derrière les ressources, les acteurs et les écosystèmes en fait tournent et s'y connectent. Et ça, c'est quelque chose dans lequel on est confronté de manière très lourde avec Christine et avec notre équipe. On est une vingtaine de personnes, aussi bien au niveau de nos clients qu'au niveau de nos partenaires. Par exemple, le fait de dire partageons vos produits réemployables au sein de la plateforme Noah, c'est gratuit. On prend aucun markup, c'est gratuit pour eux. Eh bien, ça leur demande de penser différemment, de devoir faire un effort, et puis ils ont aussi beaucoup de travail de leur côté, mais ça demande vraiment un énorme travail pour aller les chercher un par un. C'est très compliqué, et comme c'est un marché qui est nouveau, où tout le monde est encore fragile, c'est peut-être aussi teinté d'un peu de méfiance, en disant « mais qu'est-ce que tu veux me prendre ? C'est gratuit, c'est suspect ». Oui, donc c'est ce genre de choses, en fait, quand je parlais tout à l'heure d'être dans cet espace un peu innocent de la méditation, du fondement de l'être, où justement, pourquoi pas, essayons, tout simplement. C'est pas si simple que ça, parce que c'est inhabituel, parce que chacun est dans son petit silo, alors que là, on est dans une approche vraiment transversale et écosystémique. Oui. Les clients, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, Christine parlait du Cradle, donc certains d'entre vous découvrent sans doute même pour la première fois. Et puis tout ce qu'on est en train de vous parler aujourd'hui, qui, je l'ai vu en fait, je le sens en fait, quand même, vous parle jusqu'à un certain point. Il y a 5, 10, 15 ans, n'en parlons pas, ça a littéralement glissé en fait sur les personnes. C'est-à-dire que ce qu'on leur disait, mais c'est comme si en fait on l'avait pas dit. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils comprenaient pas, ils disaient attends, je comprends pas ce que tu dis, est-ce que tu peux me le réexpliquer ? Ou alors ok, mais je suis pas d'accord ou je suis pas intéressé. C'est comme si c'était même pas dit, c'est-à-dire que la conscience à cette époque-là n'avait tellement pas suffisamment évolué, ou nos esprits étaient tellement pas suffisamment câblés pour percevoir, comprendre en fait un mot. En fait, c'est comme si on disait à un pygmée, voilà, ceci en fait est une fusée. Il dit, moi je vois juste un totem. Vous voyez ? Donc cette notion d'évolution de la conscience, en fait, c'est la clé vraiment de la sortie par le haut, de la crise en tant qu'espèce humaine que l'on traverse et qui prend différentes formes, mais qui en réalité trouve sa source en fait au même endroit. Et la bonne nouvelle dans ce chaos, ce tumulte qu'on voit ou qu'on traverse tous plus ou moins, c'est que la conscience évolue. C'est que même si c'est que le début, et l'aventure dont on vous parle avec Christine, en fait pour nous c'est encore que le début, on est, quand on regarde la courbe d'adoption de l'innovation, qu'au début de ce qu'on appelle en fait la early majority, donc la majorité vraiment, on va dire, d'avant-garde en termes de clientèle, eh bien, même si c'est que le début, on sent qu'en fait que c'est la bonne direction, que c'est la bonne en fait pente, direction à suivre. Et ça, c'est à la fois beaucoup de frustration parce que nous on voit le potentiel de ce que ça pourrait apporter à chacun. Et en même temps, on voit à quel point voilà, il y a un système, et on est le système. Il est ce qu'il est, avec ses lenteurs, son inertie, sa méfiance, son cloisonnement. Et je ne parle pas évidemment des gens qui font partie volontairement, qui ont volontairement une approche malveillante en termes d'action. Je parle de tous ceux d'entre nous en fait qui n'ont pas encore pris conscience en fait du potentiel ou qui ne se voient pas encore suffisamment comme étant acteurs positifs du futur, en disant qu'est-ce que je peux faire moi à mon petit niveau, alors que tous on est contributeurs parce qu'il y a une seule expérience humaine et que si chacun d'entre nous pivote un petit peu, c'est comme ça qu'on peut se connecter à l'autre et créer ce réseau d'intentions positives concret. Moi je suis en fait un anticonformiste pragmatique, donc je ne veux pas me conformer, le statu quo en fait
me désespère, parce que je rêve d'un monde en fait meilleur. Et en même temps, c'est le transcender et inclure. Le pragmatisme, c'est ce que disait Christine. Quand on voit en fait une entreprise, elle aussi se dit en bas de page, qu'est-ce que ça va me rapporter? C'est pour ça que dans les indicateurs qu'on produit aussi avec notre logiciel, on va répondre en fait à des choses un peu absurdes qui veulent mesurer absolument, comme les émissions carbone, parce que c'est pas le carbone qui résoudra, on va dire, la crise environnementale. Il faut d'abord se préoccuper de l'eau, de la biodiversité, des ressources, etc. Mais bon, admettons, aujourd'hui c'est leur focus, répondons à leur focus. On les tient ici, on peut les faire l'aïkido et les amener là où on veut qu'ils aillent en fait, à un niveau plus haut. Et ils seront contents, ça inclura ça, plus, mieux et bien mieux, y compris la partie financière. Nous, on est capable de dire, en fait, à travers notre outil, vous voyez, votre bâtiment, là, il est constitué de tous ces produits. On sait en hypothèse haute et basse, quand ces produits-là seront usagés et qu'il faudra les vendre pour du réemploi ou du recyclage, ce qu'ils peuvent vous rapporter. Donc, il y a une valeur Argus, comme pour vos véhicules, en fait, qui est une valeur économique résiduelle à ces produits-là, qui en général sont jetés, gaspillés, qui peuvent vous revenir si vous les concevez bien pour être facilement démontables, si vous choisissez bien pour ne pas être toxique avec un potentiel de prochaine vie, et que vous les gérez dans le temps, parce que si vous les avez laissés tomber, c'est comme notre véhicule, si on n'entretient pas, au final, ça devient une épave. Juste en fait, peut-être faire ma conclusion, moi, avant de laisser Christine conclure, c'est que pour boucler avec cette dimension spirituelle, c'est que on a vraiment l'humain, l'être humain est apparu dans l'équation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un impact global. Jusqu'à présent, en fait, peu importé, jusqu'il y a encore 150, 200 ans, les erreurs qu'on faisait, ça n'avait pas en fait un impact à grande échelle. Aujourd'hui, on a un impact global. D'ailleurs, certains appellent en fait cette époque l'anthropocène. Anthropos au sens homme, d'ailleurs c'est l'époque de l'homme. Avec le pire, on en entend beaucoup parler, mais aussi le meilleur. Le meilleur, ça dépend de chacun d'entre nous. Et d'aider les autres à évoluer, peut-être d'abord en commençant par évoluer soi-même, je ne sais pas, mais en agissant depuis cette conscience que tout est un, qu'on est une seule espèce humaine, et qu'il y en a qui sont perdus, et d'autres peut-être qui sont plus conscients, et pourquoi pas moi. On peut arriver en fait à pouvoir faire évoluer petit à petit, peut-être une minorité significative et suffisante pour faire évoluer l'ensemble. Quand on regarde les grandes révolutions culturelles, c'est jamais venu par la majorité. C'est venu par quelques leaders qui ont pris des risques, qui ont été peut-être en prison, qui ont été critiqués, qui ont été bannis, etc. Mais ils ont tenu bon. Ce sont des héros. On est tous potentiellement des héros et des héroïnes en fait capables de pouvoir changer la face du monde parce qu'on crée le monde à notre image. Et c'est le parcours que je suis au quotidien avec le développement de notre entreprise Psycléa. C'est effectivement d'être capable d'aller de plus en plus profondément pour aller chercher le plus d'autonomie possible dans les actions. Se voir actrice ou acteur pour un impact positif, pour les générations à venir. Et quand je parle des générations à venir, pour moi, c'est pas très loin, hein. On a chacun des enfants qui vont avoir très, très rapidement un petit garçon. et moi, des enfants qui vont avoir aussi des enfants sans tarder. Et cette capacité à trouver en soi l'autonomie, la mission de vie, à répondre positivement à ce que la vie nous donne. À répondre positivement à ce que la vie nous donne. Et être capable de voir quelle est ma mission, comment je vais la remplir avec les autres, avec qui je dois me connecter, pour pouvoir avoir cet impact global dont on est en train de parler, et d'imaginer à quel point on ne se rend pas compte qu'on est acteur, profondément. Et moi, c'est vraiment ma découverte, aussi parce que c'est une démarche spirituelle, de découvrir à quel point on a ce pouvoir et qu'on est acteur, actrice. Et là, on a encore du travail et du chemin à faire, mais c'est ce qu'on veut faire découvrir à nos collaborateurs, faire découvrir à nos clients, faire découvrir ce soir, c'est de réaliser à quel point on est actrice. Et je le mets bien au féminin, parce que c'est quand même souvent ce qui manque dans les discussions, dans les stratégies, dans les entreprises. Le leadership féminin manque. Et donc, on doit aussi nous réveiller, en tant que femmes, pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes et participer à la table des négociations, en général, parce que chacun a des compétences. On a quand même une compétence qui est la sauvegarde de la vie, c'est comme ça, c'est à l'intérieur de nous. Et bien maintenant, on doit aussi activement participer pour créer ce monde à notre image, dont tu parlais tout à l'heure, et qui est là pour la conservation des espèces, la conservation du vivant,
et faire en sorte qu'on soit vraiment un ultimement. Et ça, c'est ce que moi je souhaite porter et c'est ce que j'apprends au quotidien avec notre entreprise. Merci. Merci beaucoup. Je vais me lancer dans la question. C'est bien. Merci beaucoup, c'était une expérience très intéressante. Je pense en fait ce que vous proposez, c'est de féminiser le monde, c'est-à-dire de passer de cette étape de compétition, de compétitivité dans laquelle on a été jusqu'ici, pour entrer dans un monde de collaboration, qui est beaucoup plus un terme féminin, je trouve. Alors je trouve que c'est très intéressant, ça me permet de faire le lien et en même temps d'avoir une perspective assez intéressante dans l'avenir. Merci. Je peux peut-être répondre. En fait, je suis extrêmement compétitive. Du coup, ça ne me parle pas. Ce que j'entends, c'est que nativement, on est dans la protection. Et là, je pense qu'on peut se reconnaître parce que probablement on met au monde et qu'on doit s'occuper des petits êtres. On est naturellement dans la protection et dans la sauvegarde. Par contre, les femmes peuvent être extrêmement en compétition aussi. Et extrêmement en compétition entre elles. Du coup, c'est à chacun d'entre nous d'aller dans la profondeur et dans le 1 de notre humanité qui est collaboratif. C'est parce que je vais plus profondément en moi, en tant que femme, en tant qu'homme, que je découvre le 1 et que ce 1, quel que soit mon genre, c'est ce que je veux manifester et c'est ce que je veux faire. Vous voyez la différence ? Oui, légèrement, oui. Tu veux répondre ? Je pense que, effectivement, moi, d'abord, je trouve sincèrement qu'il manque en fait de femmes leaders et d'actrices en fait dans le monde en fait pour qu'elles prennent leur voix du chapitre, en fait leur voix au chapitre. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Après, un ego qui soit masculin ou féminin, il a aussi ses peurs et ses faiblesses. Et c'est là où l'aspérité, je pense, entre en ligne de compte, c'est être capable d'interagir en tant qu'être humain, masculin ou féminin, depuis cette profondeur qu'on a touchée du doigt tout à l'heure pendant la méditation, qui est au-delà du genre, et où en fait je ne vois pas de compétition avec l'autre, je ne vois que la collaboration, que le 1 et l'interconnexion. Donc moi je suis OK pour qu'on dise collaboration égale féminisation, ça pose aucun problème, parce que d'ailleurs dans notre entreprise on a 90% de femmes, donc c'est la preuve qu'il y a une vraie volonté pour les femmes de changer le monde, et ça c'est vraiment une vraie distinction pour le coup avec les hommes qui sont plus intéressés par des côtés peut-être plus intellectuels, des challenges plus mentaux, etc., et qui sont du coup distraits par ça plutôt que de se préoccuper de l'ensemble. Donc je pense que peut-être cet attribut féminin, en tout cas plus spécifique des femmes, de vouloir prendre soin de l'ensemble, je pense qu'on en a davantage besoin. Et ça, il est indiscutablement plus fort chez les femmes que chez les hommes, par conditionnement. Donc, vous savez, dans l'évolution, on parle souvent de Eros, donc la création, puis Agapé, cette force d'amour, en fait, qui permet de pouvoir rassembler. Parce qu'évoluer sans rassembler, c'est transcender sans inclure. Donc c'est d'abord un être humain qui agit au-delà de son ego. Et puis, il y a des facilités. Dans ce moment, en fait, on n'est plus à l'époque préhistorique, où c'était plutôt, pour le coup, la capacité masculine qui était la plus nécessaire contre les bêtes sauvages, on va dire. Maintenant, on a besoin de collaboration, on a besoin, en fait, d'interconnexion et sans doute un peu plus d'amour manifesté. Et je pense, pour le coup, que les femmes, en fait, ont une plus grande prédisposition à ça, même si elles ont un ego comme les hommes, qu'il faut aussi transcender, bien sûr. Écoutez, merci pour cet exposé. Vous avez parlé, en fait, de cycle écologique. Donc moi je suis d'accord pour leur recyclage, je trouve ça bien, mais encore faut-il partir de matières nobles. Et donc par exemple dans le circuit de la construction de maisons, il y a du boulot. Le béton armé c'est pas terrible, donc recycler du béton armé, peut-être passer à autre chose. Donc il y a une question de mentalité, et puis je pense que certains secteurs de l'économie, l'électronique, c'est des composants. Comment vous voulez recycler ça ? L'informatique actuelle, c'est juste impossible. On utilise des métaux qui sont rares, qui viennent parfois de mines d'Afrique où on exploite les enfants. Donc tout ça est complètement immoral. Et donc il y a des secteurs économiques qui sont à jeter à la poubelle en fait. On ne pourra pas le faire. Par contre, je suis d'accord sur le principe. C'est un bon principe. Mais encore faut-il
partir de choses saines, en fait. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Oui, c'est pour ça qu'on parlait d'éco-conception tout à l'heure et qu'on disait qu'en fait, tout n'existe pas, enfin, tout n'est pas déjà réalisé. Les solutions, y compris pour les composants informatiques, existent en matière de recyclage ou de surcyclage, mais ils sont rarement mis en œuvre. Ou alors ils sont mis en œuvre dans des conditions catastrophiques, en fait, où on sous-traite à l'Afrique, en fait, la récupération des minerais qui ont de la valeur dans les composants électroniques, hein, l'or, le platine, etc. Donc c'est horrible ce qui se passe en fait parce que pour des raisons en fait financières. Mais c'est des choses en fait qui aujourd'hui devront évoluer, même si c'est peut-être pas les choses qui vont évoluer le plus rapidement aujourd'hui. Mais il y a des solutions qui existent. Après derrière, c'est comme je disais en fait, il y a le système où les industriels par exemple dont on parle et qui se comportent de manière non éthique vont pas vouloir forcément changer tout de suite. Mais vous savez quoi, dans la courbe d'évolution dont je parlais, c'est peut-être eux qui changeront dernier. C'est peut-être les retardataires qui changeront en dernier, mais tout le travail qui est avant pour la majorité innovante ou même la majorité plus tardive qui va venir adopter des solutions plus vertueuses aura déjà fait une partie du travail et que peut-être cette minorité significative qu'on appelle de nos voeux servira à terme ou rendra insupportable ce genre de comportement que vous décrivez à juste titre où des industriels en fait refusent de changer pour des raisons purement économiques. Je vous remercie vraiment pour ce partage et puis votre travail. Par contre, la seule question que j'ai, c'est comment vous êtes reçus dans les entreprises, comment vous les approchez, puisque là, vous êtes en fait dans un discours qui est complètement à l'opposé de ce qui se passe maintenant, la course en avant, et on parle même tout ce qu'on nous a proposé comme recyclage. En fait, vous avez parlé des habits, enfin, ou n'importe lequel. En fait, généralement, quand les journalistes suivent les filières, c'est des catastrophes derrière. Oui. Donc, je pense que c'est important maintenant, comment vous approchez les gens et comment vous arrivez à mobiliser, quoi. Merci. C'est moi qui suis aux avant-postes. Je fais en sorte de rencontrer les bonnes personnes dans les entreprises pour leur montrer tous les bénéfices à rentrer dans une démarche telle que la nôtre. Et quand Eric parle de faire de l'aïkido, c'est qu'on leur montre les bénéfices financiers, environnementaux, sociétaux, tous les services que ça va leur rendre. Et ultimement, à la fin, ils disent « Ok, on va démarrer un pilote, on n'a pas peut-être tout compris, mais voyons ce qu'il est possible de faire. » Aussi, on aborde beaucoup la partie transformation au sein de l'entreprise. Et souvent, les personnes ont besoin d'être accompagnées. Donc le logiciel seul ne servirait à rien si on n'avait pas une équipe qui est capable d'accompagner les personnes, de les former, de les entraîner au collaboratif et d'amener toute cette transition. Donc on a effectivement la chance d'avoir une équipe de collaboratrices et de quelques collaborateurs qui sont entraînés à cette vision holistique. On aime bien parler de vision holistique. Nos clients aiment bien parler de vision holistique aussi maintenant. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui a changé. Il y a quelques années, je n'aurais jamais employé ce mot. Maintenant, je l'emploie. Une vision holistique de leur portefeuille immobilier. Et surtout, là où ça fait mal, c'est que s'ils ne sont pas conformes aux nouvelles réglementations européennes, ils n'auront pas d'occupants dans leur bureau et dans leur logement, et ils n'auront pas de financement, puisque la finance verte apparaît maintenant, et il y a une obligation pour les grandes institutions financières de prouver qu'ils financent des produits verts. C'est toute cette grande mécanique qui s'est mise en place. Donc d'un côté, une réglementation qui nous aide. Deuxièmement, notre capacité à interagir avec la bonne personne dans la société. Et ensuite, une équipe qui est capable de travailler avec l'ensemble des collaborateurs du client ou de la cliente pour pouvoir mettre en place notre logiciel et le faire à leur place, jusqu'à ce qu'ils forment des personnes en interne qui seront capables ensuite d'utiliser le logiciel sur leur portefeuille. Mais c'est de longue haleine, hein. Oui. Puisque j'ai le micro, je vais en profiter pour poser une question. Je me rends compte que vraiment, ce que vous proposez tous les deux, c'est vraiment un changement de paradigme.
et que donc il faut une patience et une persévérance C'est ça. infinie pour arriver à faire changer les mentalités, les manières de faire. Alors j'ai 2 questions. Une question, c'est est-ce que ce genre d'approche est enseigné dans les écoles d'ingénieurs, les écoles d'architectes, enfin l'endroit où il faudrait aller un peu à la source pour qu'ensuite d'autres méthodes soient appliquées par ceux qui ensuite vont être responsables. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, elle est adressée vraiment à vous deux, mais où est-ce qu'on trouve la patience, la persévérance, l'enthousiasme pour, sur la durée, affronter, disons que, affronter cette inertie du changement qui fait que même si on fait une proposition qui paraît évidemment meilleure, c'est bien difficile de la mettre en place. Tu réponds à la deuxième, je réponds à la première. C'est ça. Oui, on est aussi obligé de travailler de manière très concertée et très collective. Ça s'applique aussi entre nous au quotidien et avec notre équipe. Alors non, c'est pas encore en fait. On donne des conférences en fait sur le cradle to cradle, sur l'économie circulaire, etc. On en donne. C'est pas enseigné aujourd'hui dans les écoles parce que en fait aujourd'hui le monde dans lequel on vit, on a besoin d'avoir en fait on va dire une crédibilité, une légitimité. Qui fait qu'ensuite les gens en fait vont venir dire bah tiens on veut faire un programme, on veut le déployer plus rapidement et plus grandement. Donc aujourd'hui les personnes qui comprennent ce sont des gens comme vous, quelques-uns de nos clients, les early majority comme on les appelle, ils sont encore peu nombreux. Et notre objectif avec Christine c'est donc, et ça sera l'objet de la seconde question, de continuer à être suffisamment patient ou héroïque ou persévérant, je ne sais pas quel est le bon terme, pour avoir suffisamment de succès pour que derrière, en fait, ça puisse être justement reconnu, valorisé et derrière, j'espère, dupliqué plus largement, jusqu'à être éventuellement enseigné, pas uniquement sur la partie, vous l'avez compris, économie circulaire, la partie, on va dire, plus technique, plus manifestée, mais également la partie non manifestée, qui est en réalité la source, en fait, de la pérennité et la durabilité de cette économie circulaire-là, parce qu'elle repose, encore une fois, sur la collaboration, sur le fait de vouloir avoir un impact positif, et ce qui demande aussi du coup de devoir en fait changer soi-même. Donc il y a beaucoup de choses en fait à partager. Aujourd'hui, on n'est pas encore au point de pouvoir dans les écoles dire ben voilà, on va vous enseigner l'économie circulaire et la spiritualité. Donc, mais en fait, c'est notre objectif. Sachez que notre objectif, pourquoi pour nous en fait Psychlia, c'est un chapitre de notre vie qui a pour vocation justement de nous donner plus de légitimité pour pouvoir parler plus largement et plus profondément de cette manière plus holistique de ce que ça implique. Et une réponse à 2 niveaux. Déjà parce que pour les générations futures, on est complètement connecté là-dessus et qu'on tient absolument à ce qu'elles vivent une vie si possible comme la nôtre. Et on fait le maximum pour ça. Aussi parce qu'on est connecté avec tout le vivant. Quand je vois Madou qui est là, on est connecté avec tout le vivant et que, en ce qui me concerne au quotidien, je ne peux pas me déconnecter de ça et je sais vers où il faut aller, donc ça c'est ce qui me motive au quotidien. Le deuxième point aussi, c'est que pour nous, Psychlia, c'est notre moyen de développement intérieur. Parce qu'il faut accepter de ne pas être compris, il faut accepter l'insécurité, il faut accepter d'être remis en permanence en question par des personnes qui ne comprennent pas forcément et qu'il faut patiemment expliquer. Avec Liliane, elle parle beaucoup de se réveiller. Moi, je considère qu'une façon de réveiller, c'est de faire prendre conscience, d'élargir la conscience, et c'est surtout ça qu'on fait en réalité. Donc on ne se dit pas qu'on arrête parce que c'est difficile, juste on le fait. Pourquoi ? Parce que c'est intérieurement notre mission. Et aussi, en fait, être capable de pouvoir, et c'est ça, encore une fois, la spiritualité et la méditation est une belle expression de ça, c'est quelle que soit la frustration, l'incompréhension qu'on peut ressentir, l'insécurité qu'on peut ressentir, de ne pas avoir de relation avec ça. Ça, c'est vraiment la base. C'est rester immobile, en fait, face à la difficulté, face au challenge, face à la frustration de dire c'est à portée de main, mais les gens ne comprennent pas ou ne veulent pas.
de voir en fait tout ce dont je parlais, cette méfiance, en fait, toute cette résistance, et de ne pas bouger de ça, et d'un certain point de vue, ne pas non plus, et ça c'est extrêmement important, on a eu un beau texte ce matin, on a fait une méditation ici collective, et c'était un beau texte qui disait transformer, alors c'est pas notre cas, mais transformer la haine en amour, on n'est pas dans la haine, mais transformer la frustration en amour en fait, en compréhension de l'autre, en se disant, ben, c'est juste une personne comme moi, mais qui a peut-être pas encore suffisamment, de par son expérience de vie, pris conscience de certaines choses dont moi j'ai peut-être eu la chance de prendre conscience. Ben, il faut être compréhensif et donc ne pas se laisser en fait, ne pas laisser notre ego s'emparer de, comme je disais, de frustration ou d'insécurité, sinon en fait on se fait laminer. Et je pense que c'est ça en fait, c'est ça je pense qui aussi nous rend très, quel que soit notre degré d'avancement en fait, heureux de faire ce qu'on fait malgré les défis, c'est justement en fait de ne pas bouger. Ne pas bouger intérieurement. Merci. Merci beaucoup.